Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire. Bien content de vous retrouver en ce début d'année 2024. Comme vous le savez, qui dit début d'année, surtout en collège baseball, dit la saison qui va reprendre incessamment sous peu, mi-février. Je vous ai sorti un épisode il y a quelques jours pour reprendre un peu la température, vous rappeler exactement ce dont je parle en termes de college baseball, et puis quelques petites nouveautés en termes de règles, notamment par rapport à la sélection des équipes lors du tournoi national. Mais bref, on va partir sur d'autres choses qui nous attendent certainement cette saison, et ce sur quoi on devrait focus en termes d'attente. Avant de commencer bien sûr le petit instant promo, je vous rappelle que ce podcast ainsi que tous les autres épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. De même le Homera dispo sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr YouTube en tant que réseau social. Et j'ai envie de dire on peut y aller dès maintenant, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. Quand est-ce que la saison commence ? Alors, la saison commence donc le week-end du 16 février, avec notamment pas mal de tournois. C'est ce qui se passe souvent en début de saison, on va dire les 2-3 premières semaines. On peut retrouver pas mal d'équipes à plus ou moins fort potentiel se rencontrer les unes contre les autres sous forme de tournois. Et souvent, ces tournois sont mis en place ou sont sponsorisés par exemple la MLB. Ils sont sponsorisés également par des franchises particulières ou sont joués dans des stades particuliers. Je peux penser au College Baseball Series qui vont avoir lieu du côté des Rangers, au Globe Field, et ce sur les 3 premiers week-ends du College Baseball. Donc notamment le premier week-end, on va avoir des College Baseball Series avec différentes équipes quand même très très intéressantes. Je pense par exemple à Tennessee, à Texas Tech, à Oregon également, et puis on va dire des outsiders un peu plus à l'entrée de cette saison. On peut penser à Nebraska, à Oklahoma et à Baylor. Le week-end suivant, donc le week-end du 23 au 25, toujours du côté d'Arlington, Texas, on retrouvera de belles équipes comme Oregon State, Oklahoma State, Arkansas, et donc en outsider un peu plus, on va dire un peu plus outsider, Michigan. Et enfin, le dernier week-end de ces College Baseball Series, ce sera le fameux 3e week-end. On aura cette fois-ci 4 équipes, dont des historiques comme USC, ASU, Arizona State, TCU et Texas A&M. Donc voilà, du beau monde qui va se retrouver. Donc au lieu d'être sous forme de série de week-ends assez basiques, les équipes vont s'affronter sous forme de tournoi. Ce ne sera pas le seul type de tournoi que l'on verra sur ces premières semaines, mais on aura également des séries un peu plus basiques, un peu plus logiques. En général, en college baseball, on a donc les matchs importants qui sont le week-end, avec des séries le week-end. Souvent, c'est des séries sur 3 jours, voire des fois des séries sur 4 jours. Quand c'est sur 3 jours, c'est au meilleur des 3 matchs. Donc l'équipe qui gagne 2 victoires aura remporté la série. Quand c'est sur 4 jours, on peut avoir des matchs nuls en termes de série. On peut finir avec une série qui se termine en 2 partout, par exemple. Maintenant, si on regarde toujours ce calendrier sur le premier week-end, donc du 16 février, on peut aller regarder ce qui va se passer du côté des Tigers d'LSU, donc les champions en titre, les champions en 2023. Eux vont avoir en fait un premier week-end assez particulier, puisqu'ils vont jouer en fait 2 mini-séries chez eux en fait, sur 4 jours. Ils vont rencontrer VMI le 16 février, donc le vendredi, et le 18 le dimanche. Et ils vont également rencontrer Central Arkansas le 17 février et le 19. Donc vous voyez, c'est assez spécifique, assez spécial, on ne voit pas ça tout le temps. Florida, qui était l'autre finaliste des College World Series en 2023, va avoir une série beaucoup plus basique, ce qu'on connaît en général, puisqu'ils vont rencontrer St. John's. St. John's, c'est une école en fait du côté de la Big East, et donc c'est comme ça qu'ils vont commencer leur saison. Une autre grosse équipe, une équipe qu'on a vu marcher sur la saison régulière, c'était Wake Forest. Wake Forest va commencer face à Fordham, donc pour une série aussi classique.
Tandis qu'une autre équipe dont on attend beaucoup cette saison, c'est Arkansas. Arkansas va rencontrer James Madison chez eux pour entamer voilà, leur saison. Je ne vais pas vous faire le calendrier de toutes les équipes bien entendu, mais c'est pour vous donner des exemples. On a donc les tournois de début de saison comme celui dont j'ai parlé qui se passe du côté du Globe Field à Arlington, home ou maison des Texas Rangers. Et on a des séries beaucoup plus logiques et classiques pour d'autres facs autour du collège baseball et notamment de la NCAA Division I. Maintenant que ça s'est posé, ce dont j'ai envie de parler sur ce podcast, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison, qu'est-ce qu'on peut essayer de regarder cette saison, etc., etc. Juste avant, on va faire une mini transition musicale, le temps que je reprenne un petit verre d'eau. Je dirais que la première chose qui va être intéressante à voir, c'est la dernière saison de la Pac-12. Comme vous le savez, j'en avais parlé dans certains podcasts. La Pac-12 tend à disparaître dans l'état dans lequel elle est actuellement. Des universités comme USC, UCLA vont du côté de la Big Ten par exemple. On a vu que Arizona State vont aller du côté de la Big 12 si je me rappelle bien. Donc voilà, il y a un démantèlement de la Pac-12. Du coup, c'est la dernière saison de la Pac-12, cette conférence pourtant historique, l'une des plus vieilles et des plus puissantes conférences du pays. Donc voilà, la première chose à regarder, ça va être qu'est-ce qui va se passer du côté de la Pac-12 pour cette dernière saison en tant que conférence. Tout simplement, ce que j'ai envie de dire, pour moi, la Pac-12 va surtout nous permettre de voir du très très beau baseball encore une fois. Très clairement, on va avoir un clair favori à l'orée de la saison, attention, qui pour moi est Oregon State. Oregon State a très clairement le roster le plus impressionnant de cette conférence selon moi. C'est très solide, si ce n'est peut-être une petite faiblesse si on veut voir des points faibles du côté de sa rotation et de ses pitchers en général. Ils ont un joueur qui est projeté assez haut d'ailleurs pour la draft, c'est Travis Bazana. Donc voilà, ça va être une équipe à voir, à surveiller bien entendu. Avec eux, il y a des équipes comme Stanford qui a perdu beaucoup, mais qui, on le sait, est une des plus grosses powerhouses du collège baseball. Chaque année, ils sont performants. Ces dernières années, ils ont réussi à aller au collège World Series, je pense 2 ou 3 années de suite. En tout cas, 2 ans de suite, c'est quasiment sûr. Je ne sais plus si c'était le cas également en 2021. Mais c'est pour dire qu'ils sont toujours là, toujours en forme, toujours compliqués à jouer malgré beaucoup de départs cette saison, contrairement aux saisons précédentes. Il y a des équipes qui veulent se refaire une santé, je pense à USC, je pense à UCLA, Oregon va vouloir certainement confirmer sa très belle saison dernière, et d'autres équipes qui vont vouloir montrer leur retour au premier plan comme Arizona State. On n'oublie pas bien sûr Arizona qui va être aussi dans une certaine transition, puisque Arizona c'était peut-être la plus grosse offense, la plus grosse attaque du pays. En tout cas, c'est la plus grosse attaque de la conférence, très clairement. Mais ils ont aussi perdu pas mal de joueurs, notamment par la draft. Je peux penser à Chase Davis, par exemple. Donc, ça a été une certaine interrogation pour eux, mais je sais qu'il y a eu pas mal de changements aussi dans leur structuration, dans leur façon de travailler avec leurs jeunes. Donc, ça va être très intéressant de ce côté-là. Et ensuite, on verra donc toutes ces équipes se retrouver un peu aux quatre coins du pays, entre guillemets, en termes de conférences. Je le rappelle, Stanford et Cal vont aller du côté de la ACC, Arizona State et Utah du côté de la Big 12. Et en Big 10, on va retrouver Oregon, USC, UCLA et Washington. Donc pour l'instant, ça nous laisse encore Oregon State et Washington State comme seuls membres de la Pac-12 pour l'instant. On verra s'il y a d'autres mouvements. On sait qu'il y a pas mal d'imbroglio, notamment vis-à-vis des droits de télé. Je pense que récemment, ça a été réglé pour que Oregon State et Washington State soient les seuls présidents à bord en ce qui concerne les droits de télé. Et on verra si le démantèlement est définitif ou s'ils vont réussir à la faire renaître de ses cendres, cette fameuse conférence, en invitant d'autres universités à rejoindre cette Pac-12. Une autre chose à regarder, c'est toujours un peu dans cette idée, on va dire, de
réalignements, de changements, de mouvements, etc., etc. La Big 12, qui d'ailleurs a pas mal changé, puisque la Big 12 a récupéré sur cette saison BYU, UCF, Cincinnati et Houston. Donc on va avoir une Big 12 vraiment remplie. Il y aura beaucoup beaucoup d'équipes dans cette Big 12 cette saison. Et on le sait, c'est la dernière saison en Big 12 de Texas et Oklahoma qui vont faire leur valise pour aller du côté de la SEC à partir de 2025. Du coup, on va forcément avoir des yeux rivés sur une Big 12 vraiment stacked, vraiment full. Je cherche le mot en français comme d'habitude, vous me connaissez maintenant et ça vient pas. Mais voilà, beaucoup d'équipes vont vouloir tirer leur épingle du jeu. On va voir si Texas peut montrer que c'est encore la plus grosse équipe de Big 12 avant de partir, hein. Je pense qu'il y a des joueurs notamment comme Tanner Witt. Tanner Witt qui avant ses opérations était un prospect qui devait aller à la draft assez haut et qui au final est revenu que la saison dernière après blessures et blessures et qui donc reste pour une 4e année du côté de Texas. On va voir du côté d'Oklahoma s'ils vont réussir à se relever d'une saison 2023 très décevante. Et ensuite, du côté de la Big 12, je pense qu'il y a des équipes comme Kansas State qui l'année dernière faisait partie des grandes déçues, hein, par le comité qui les avait pas sélectionnés, hein, pour le tournoi national. TCU qui a fait une grosse deuxième partie de saison et qui allait très très loin jusqu'au College World Series d'ailleurs. Euh, et qui d'ailleurs a aussi recruté des joueurs très intéressants et très importants. On aura le temps d'en reparler lors des previews bien entendu. Il y a Oklahoma State qui est toujours une équipe à surveiller, enfin une fac à surveiller, même s'ils ont été assez décevants ces dernières années. Bref, la Big 12 va être très intéressante à regarder, et notamment par rapport à ces nouveaux venus comme Houston, Cincinnati, UCF, BYU. Ne sont pas forcément les plus grosses facultés quand on parle de baseball universitaire, mais on sait que UCF est capable. Houston également est capable. Cincinnati, j'ai pas encore pu lire leur rapport d'automne, hein, qui permet d'en savoir un peu plus sur les forces en présence. Donc je vais pas parler sur eux, mais c'est vrai que c'est pas forcément une équipe qu'on retient en termes de college baseball. Et BYU, c'est aussi une interrogation pour moi. C'est clairement pas la grosse fac qu'on attend en termes de college baseball, mais encore une fois, je n'ai pas encore lu les rapports sur eux avant de faire les previews. Donc la Big 12, ça va être une autre des conférences à bien surveiller cette saison. Pour finir un peu sur les réalignements, les changements de conférences, alors c'est pas forcément à retenir pour ceux qui juste passent par là sans vraiment trop connaître sur le baseball universitaire ou sur on va dire les conférences universitaires en général, mais il faut le savoir, c'est que même dans les mid-majors, il y a eu pas mal de réalignements. Consécutifs au départ de UCF, Cincinnati et Houston de la AAC, donc de l'American Athletic, vers la Big 12, eh bien il y a des équipes qui sont venues les remplacer. Je pense à Alabama Birmingham, à Charlotte, à FAU, Florida Atlantic, une fac qui arrive à produire des joueurs draftés assez haut de temps à autre, hein. Il y a Rice également qui vient du côté de la AAC donc, et UTEP, donc Texas San Antonio, pardon, UTSA, pardon, pas UTEP, Texas San Antonio, qui va également se retrouver du côté de l'américaine, hein. L'américaine dans les mid-majors, c'est une conférence qui est quand même assez cotée et qui possède en son sein surtout ECU, hein, East Carolina, et East Carolina sur ces dernières saisons notamment, c'est une grosse fac de baseball, hein. Ils n'ont pas grand-chose à envier aux plus grosses facs, aux plus gros programmes baseball universitaires en première division de NCAA, très clairement. Donc, forcément, il y a eu un effet domino, puisque ces équipes venaient tous de conférence USA, qui est une autre conférence mid-major qui est assez cotée, un peu en dessous de l'américaine, un peu en dessous de la Sun Belt, mais quand même assez cotée. Et donc, je vais vous donner encore un peu de name dropping, mais du coup, la conférence USA, qui est orpheline de toutes ces facs, va récupérer Jacksonville State, Liberty, et Liberty, attention, c'est une fac qui peut faire des choses en college baseball, New Mexico State et Sam Houston State, qui sont des facs aussi à ne pas négliger. Donc voilà, c'est un peu pour faire un tour de voir ce qui va changer cette saison en termes de conférences et des choses donc à regarder par rapport à ces changements de conférences. Maintenant, quelque chose d'autre qu'on peut attendre si on parle toujours des conférences, c'est bien sûr on va suivre la SEC. Je vous en parle bien sûr bien plus en profondeur en termes de preview un peu plus tard, mais la SEC a fait encore figure de favorite en termes de conférences. Il y a pas mal de facs qui se sont renforcés
qui récupèrent des blessés. Je pense à Georgia par exemple qui a une saison assez décevante, mais qui a des joueurs très très intéressants, notamment pour la draft, peut-être pas 2024 mais 2025, et qui a récupéré pas mal d'expérience. Et au contraire, il y a d'autres facs qui étaient vraiment très très hautes et qui ont perdu pour le coup, sur le papier en tout cas, de l'expérience et des joueurs déjà établis et très forts, et qui va devoir les remplacer, c'est toujours un peu l'inconnu, par des nouveaux arrivants, que ce soit via les transferts ou via les classes de freshmen, donc ces jeunes qui ont graduate depuis le lycée pour l'université et qui sont attendus à haut niveau à terme. Je pense par exemple à LSU qui a récupéré encore pas mal de freshmen intéressants, mais qui va peut-être pas les faire jouer, en tout cas la plupart d'entre eux ne vont pas jouer beaucoup. Et il y a les freshmen de la saison dernière qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, je pense à Paxton Klink par exemple, mais qui sont très très forts et dont on attend une breakout year, c'est-à-dire une année où ils vont vraiment se montrer au plus haut niveau universitaire en termes de baseball. Donc la SEC, comme chaque année, va être à suivre. Mais pour moi, cette saison, la conférence la plus forte en termes d'homogénéité de niveau, attention, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a les meilleures facs, mais qui en tout cas en termes de niveau intrinsèque de la conférence, c'est le niveau le plus homogène et haut et élevé. C'est la ACC, hein, l'Atlantic Coastal Conference. Donc cette conférence va être très intéressante parce que Wake Forest va vouloir continuer à montrer des choses malgré pas mal de départs. Et ils ont réussi aussi à se renforcer en termes de transfert. On y reviendra lors de la preview ACC. Mais il y a aussi beaucoup de facs qui montrent le bout de leur nez. Je pense à Clemson sur la saison dernière qui va encore être potentiellement intéressante à regarder. Miami est toujours pas très loin malgré, on le sait, un changement de coach. NC State va être à surveiller, UNC également, Duke aussi qui a fait une très belle saison et qui peut normalement encore montrer de belles choses, Louisville dont on attend un peu mieux et qui aussi a des joueurs qui à terme seront des prospects pour la draft peut-être 2025. Donc bref, pour moi la conférence à suivre, si ce n'est pas la SEC, c'est la ACC. Si on reste au niveau au niveau des universités, donc pas des joueurs mais des universités, et si on veut voir un peu ce qu'on peut attendre cette saison, moi je pense qu'on peut aussi lorgner du côté des facultés qui pourraient arriver à faire ou à intégrer le tournoi national cette saison et qui n'ont pas réussi la saison dernière. Justement, des facs historiques comme USC et Arizona State pourraient très bien cette saison, si les progrès continuent dans le bon sens comme on a pu voir la saison dernière, pourraient réintégrer ce tournoi national. Dans la même conférence, je pense à UCLA également, qui après une saison très décevante avec des problèmes de blessures, pourrait également se remontrer. En Sunbelt, on avait une fac dont on attendait beaucoup la saison dernière, c'est Texas State. Eh bien, on peut imaginer que Texas State pourrait intégrer le tournoi cette saison au contraire de la saison dernière. Et une habituée de la Big West, UC Irvine, qui sur le papier déjà devait normalement rouler un peu sur la Big West. Bon, rouler c'est un mot assez fort parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence, mais faisait très clairement partie des favoris en Big West, qui a déçu et qui pourrait pourquoi pas se retrouver cette saison de nouveau éligible pour le tournoi national. En général, je pense que on peut aussi penser aux équipes du côté de Mississippi. Je rappelle, Mississippi State, champion en 2021, depuis c'est la débandade. 2022-2023 ont été des saisons très compliquées. Ole Miss, champion un peu surprise si on regarde la moitié de saison 2022, la première partie où c'est compliqué, et d'un coup, deuxième partie de saison 2022, il roule sur tout le monde et garde ce momentum jusqu'au bout, en remportant le titre. Ce sont deux facultés donc, du côté de Mississippi qui ont eu une saison 2023 compliquée, voire cataclysmique, et qui sont attendus au tournant. Très clairement, on sait avec le jeu des drafts, avec les jeux des drafts, oui, clairement, et puis en fonction du développement des gènes, etc., ça peut évoluer, mais je pense que Ole Miss, Mississippi, peut très clairement revenir sur le devant de la scène. Et Mississippi State, c'est un peu plus à voir parce qu'il y a eu pas mal d'instabilité, mais il y a eu aussi des transferts très intéressants cette saison. On en reparlera lors de la preview SEC. Mais voilà, si je veux donner quelques facs qui, selon moi, n'ont pas réussi à faire le tournoi en 2023, sont plutôt réputés historiquement en termes de college baseball et qui pourraient cette fois-ci intégrer le tournoi 2024, je peux penser à ces universités-là.
Au jeu des pronos, on peut continuer un peu sur ce chemin-là. Quels sont les mid-majors, donc c'est-à-dire les universités qui ne font pas partie des 4 plus grosses conférences du pays, qui pourraient être des poils à gratter cette saison? Je vais pas être très original. Je pense que des facultés qui ont prouvé déjà la saison dernière, comme Campbell par exemple, Cal State Fullerton, qui est une fac historique, hein, je l'ai rappelé, je rappelle chaque année, une des facs les plus titrées en college baseball, qui est une mid-major et qui la saison dernière avait enfin réussi à retourner au tournoi national après 5 années d'absence, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je pense que leur dernière apparition au tournoi national c'était en 2018, donc avant 2023. Hein. Donc des équipes comme ça vont certainement être des poils à gratter. Si j'ai envie d'en donner une autre, je peux penser à Northeastern. Northeastern a réussi également à euh, intégrer le tournoi national cette saison, et surtout ils ont un outfielder dont j'ai parlé dans un des podcasts récents où j'ai parlé de quelques joueurs à surveiller pour la draft, hein, Mike Sirota. Eh bien, sur les projections actuelles, ça a un potentiel premier tour de draft. Et surtout, ils ont réussi à travailler de telle sorte à amener de la continuité dans ce programme. Donc pour moi, c'est une autre équipe poil à gratter à bien surveiller dans les mid-majors. Si on considère que la Big Ten est une mid-major en baseball, très clairement Indiana, qui a été la belle surprise de la saison dernière avec beaucoup de jeunesse et qui a pendant longtemps été en compétition avec Maryland pour le titre, hein, du Big Ten avant de déposer les armes. Très clairement, j'ai envie de dire qu'Indiana fait partie des équipes à surveiller en termes de poil à gratter ou en tant que poil à gratter sur cette saison face aux powerhouses. Et vous avez peut-être entendu un petit jingle sonner, c'est mon Microsoft Teams depuis mon boulot, puisque je vous enregistre ce podcast alors que je suis en train de bosser. Et oui, enfin, c'est ma pause lunch break, ma pause déjeuner, on va dire. Donc je ne travaille pas au moment où j'enregistre bien sûr, mais je veux dire je suis au boulot. Mais bref, assez parlé de ma vie. Voilà donc quelques équipes. On peut penser également à Southern Miss qui a quand même perdu pas mal de joueurs intéressants, mais qui sur ce qu'elle a montré ces dernières années est capable toujours d'être un poil à gratter. Puis on peut regarder aussi Oral Roberts qui a réussi à faire une belle saison, conclue par un voyage du côté d'Omaha, hein, au College World Series en 2023. Certes, ils avaient beaucoup de vétérans et ces vétérans ne sont peut-être pas forcément là cette année, mais voilà, je pense qu'il faut quand même les mentionner puisqu'ils ont été assez réguliers ces dernières saisons. Donc voilà, si ça vous dit, c'est quelques noms d'universités à regarder du coin de l'œil, hein, sur les universités mid-majors à surveiller. Pour finir un peu avec ces petites prédictions à des choses à regarder en termes d'équipe, en termes de faculté et donc pas en termes de joueurs, la dernière chose dont je voulais parler, c'est par exemple si on veut se faire, allez soyons fous, une petite prédiction sur les prochaines College World Series, hein, en juin prochain, quels seraient mes favoris à l'entrée de la saison? Bien déjà, le champion sortant pour moi est un des favoris, hein, LSU. Certes, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils arrivent sous Jay Johnson à aussi avoir les arguments pour recruter du très très lourd, hein, que ce soit en transfert ou en freshman. Et avec ça, ils ont quand même déjà gardé Tommy White. Hein, Tommy White qui, encore une fois, était pour moi l'un des meilleurs joueurs des College World Series et qui n'était que sophomore. De mémoire, ouais, c'est ça, il était sophomore. Donc, Tommy White qui va aussi jouer gros, hein, quelque part, hein, en vue de la draft. Donc LSU pour moi. Ensuite, forcément les finalistes, hein, qui ont certainement le meilleur joueur, on va y revenir dans quelques secondes, hein, le meilleur joueur projeté en tout cas sur cette saison universitaire, hein, Jack Aglione, hein, le two-way player. Donc Florida LSU. Euh, j'ai envie de dire UVA, hein, Virginia. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont habitués, hein, depuis 15 ans à aller régulièrement du côté des College World Series, même quand on les attend pas forcément. Et cette saison en plus, j'ai l'impression qu'ils vont être capables d'amener encore plus de régularité en termes de pitcher. Bien sûr, s'il n'y a pas de blessure ou autre, mais ça c'est la vie qui nous le dira. Donc j'ai dit Florida, LSU, Virginia, ça m'en fait 3, il m'en reste 5. Forcément Wake Forest, qui a fait une saison régulière de malade. Hein. On n'avait pas vu une équipe hors SEC dominer autant la régulière sur ces dernières années, hein. C'était le cas de Wake Forest. Et ils sont passés à très très peu d'éliminer LSU et donc de faire les College World Series Finals à leur place.
Là aussi, forcément, beaucoup de mouvements, beaucoup de départs par rapport à la draft, notamment Rhett Lauder. Mais ils ont transféré des joueurs très intéressants dont on parlera en preview forcément, et ils font partie des favoris à l'entrée de la saison. Donc, j'ai dit Florida, LSU, Virginia et Wake Forest, il m'en reste 4. J'avais dire TCU. TCU aussi a fait des transferts très intéressants. Ils ont gardé leur cœur, le cœur même de leur équipe de la saison dernière. Et ils ont terminé en feu la saison dernière, donc pourquoi pas les revoir du côté d'Omaha. Il m'en reste 3. J'avais dire Texas. Texas est une fac Omaha, en fait. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu... déjà, c'est une des facs les plus titrées du college baseball, et surtout, ils ont une certaine régularité à réussir à aller à Omaha, même quand ils ont des saisons régulières un peu plus décevantes que d'accoutumée. La saison dernière, ils sortaient de pas mal de mouvements, donc ça a été difficile à mettre vraiment le groupe en place. Mais dès qu'ils ont mis les choses en place, c'est un rouleau compresseur, à tel point que malgré un début de saison raté, ils ont réussi à partager le titre de saison régulière de Big 12 avec West Virginia, qui avait fait une très très grosse saison, surtout un très gros début de saison, et Oklahoma State. Donc Texas, très clairement, je les vois dans mes équipes, c'est-à-dire qu'il ne m'en reste plus que 2. Et là, je pioche. Euh, si j'en vois 2, j'aimerais bien mettre Vanderbilt. Vanderbilt qui chaque saison est une des meilleures équipes de SEC. La saison dernière, on savait que ça allait être délicat puisque on se posait la question comment ils vont attaquer. En fait, ils avaient perdu le peu de puissance qu'ils avaient dans leur roster depuis la saison 2022. Ils l'avaient perdu vis-à-vis de la draft ou de la seniorité, etc., etc. Donc on se retrouve avec un groupe qui défensivement et sur son corps de lanceur a été très très fort. Mais on se demandait d'où l'attaque allait pouvoir performer. Eh bien, ça a été difficile. Ils ont quand même réussi à intégrer le tournoi national et à être encore une fois une des meilleures équipes, une des meilleures facs de la nation. Ils se sont fait un peu éliminer de manière surprenante par, je pense que c'était Oregon, dans leur propre regionals, parce que Vanderbilt était une des universités hautes. Mais ils se sont fait éliminer dès les regionals. Mais bon, cette saison, il y a eu encore des départs, notamment Enrique Bradfield Jr. qui était clairement le meilleur outfield défenseur pour moi de la SEC la saison dernière. Un speedster comme on en fait peu, très fort pour voler des bases également, mais par contre qui n'avait aucune puissance. Donc au niveau offensif, il était bon forcément sur base, mais c'était pas quelqu'un qui allait vous amener beaucoup de runs. En tout cas, produire des runs à la batte. Il produisait des runs plutôt grâce à sa faculté de vitesse. Mais cette année, j'ai envie de dire que il m'intrigue dans le sens où ils ont recruté pas mal de joueurs intéressants, notamment vis-à-vis de leur classe de freshmen, à voir qui va être vraiment intégré de manière régulière dans le line-up et compagnie. Donc j'ai envie de leur laisser leur chance. Donc on récapitule. Vanderbilt, Florida, LSU, Texas, TCU, UVA et Wake Forest. C'est-à-dire qu'il ne m'en reste plus qu'une. Est-ce qu'on ne mettrait pas une petite fac de Pac-12 comme c'est la dernière saison de la Pac-12 ça serait bien d'essayer de mettre une Pac-12 dedans dans nos prédictions. La seule Pac-12... Alors, j'aurais pu dire Stanford, parce que Stanford, comme j'ai dit, chaque saison, quasiment, ces dernières années, ils sont au College World Series, mais là, ils ont été vraiment décimés pour le coup, donc c'est difficile en pré-saison de vraiment les voir, les imaginer à Paris fête. Après, bien sûr, durant la saison, ils sont tout à fait capables, ils ont le coaching staff pour développer comme il faut les jeunes. Mais je vais partir plutôt du coup avec Oregon State. Comme j'ai dit, Oregon State, c'est pour moi la fac favorite en Pac-12 cette saison. Ils ont gardé la plupart de leurs éléments, notamment offensifs, avec Travis Bazzana, comme je l'ai dit, un des joueurs à regarder pour la prochaine draft. Ils ont aussi des freshmen très intéressants, très intrigants. Ils ont des faiblesses en termes de lanceurs, mais je pense que ça reste malgré tout une très grosse fac de par son offense. Donc cette saison, mes 8 équipes pour Omaha, ça sera certainement pas assez bien entendu, on verra ça à la fin de la saison, mais alors, je récapitule. Oregon State, Vanderbilt, Florida, LSU, Texas, TCU, UVA et Wake Forest. Voilà pour la dernière prédiction quand on parle de fac. On va faire une dernière petite pause, je vais reprendre un peu d'eau, et ensuite on va faire un petit focus sur quelques joueurs à suivre forcément sur cette saison, avant bien sûr de partir les prochains épisodes sur des previews un peu plus focus par conférence.
alors que au boulot ça sonne de plus en plus, mais bon, je suis toujours en pause. Pour finir, on va parler de certains joueurs à surveiller. Alors, déjà, c'est pas si facile que ça à mettre en place, puisqu'il y a beaucoup de joueurs à surveiller, il y a beaucoup de joueurs dont on n'imagine pas forcément qu'ils vont avoir des breakout years. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. La saison dernière, en Pac-12, euh, on imaginait par exemple que Stanford allait avoir le meilleur joueur de la saison. Ça, c'était facile à imaginer. On avait des Drew Bowser, des Tommy Troy, etc., etc. Donc on imaginait que ça allait venir de chez eux. C'est vrai que c'est venu de chez eux, mais par contre, le joueur qui a été meilleur joueur de la Pac-12 et qui d'ailleurs a réussi à être drafté assez haut, bah, c'est Alberto Rios. Et Alberto Rios, si je vous demandais la saison dernière, même moi, Alberto Rios, honnêtement, si on me demandait au début, enfin en pré-saison de la saison dernière, qui est ce joueur, je vais vous dire oui, c'est un joueur de l'effectif de Stanford. Il a eu que quelques at-bats sur ses deux premières saisons, donc rien d'incroyable. Eh bien, rien d'incroyable. Il a eu une saison incroyable du coup. Il a notamment eu sa chance suite aux nombreuses blessures. Et en ayant sa chance suite aux nombreuses blessures, il a montré hein, ce qu'il était capable de faire, tout simplement. Et ça lui a permis d'être sélectionné au troisième tour de la draft 2023, lui qu'on attendait pas du tout à pareille fête à la draft, et qu'on attendait d'abord pas du tout à pareille fête du côté de Stanford. Donc, cet exemple, c'est juste pour vous dire que c'est pas si simple que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une liste de joueurs qui selon moi sont à surveiller. Et ensuite je vais vous dire si c'est vis-à-vis de la draft, si c'est vis-à-vis bah, simplement du college baseball en général, et si ce sont des freshmen ou autres à surveiller. Donc voilou. On va commencer forcément par Jack Caglione. Jack Caglione, c'est le two-way player de Florida, c'est la star de la saison dernière, meilleur joueur SEC la saison dernière, finaliste du Golden Spikes. Golden Spikes, je rappelle, c'est le award pour le meilleur joueur universitaire de la saison. Il a réussi 33 home runs en tant que sophomore, alors qu'il était également un starter, un lanceur starter euh, du côté de Florida. Je pense qu'il a eu un IRA un peu élevé parce que surtout sur la fin, ça a été beaucoup plus compliqué. Là. Je pense qu'il avait beaucoup de fatigue, ce qui rappelle que être un two-way player, ce n'est pas de tout repos, mais il a eu un IRA de 4,34, ce qui n'est pas non plus complètement dégueulasse, mais voilà, c'était pas incroyable, mais par contre, il a des arguments hein, en termes de lanceur, il a une puissance comme peu en tant que lanceur également à la batte. Il a des axes de progression, à voir s'il a commencé à travailler dessus depuis cet été et cet automne. Discipline à la batte, parce que lui, il va sur tout ce qui bouge. Il voit une balle qui se lance, même si elle est complètement hors zone, il va tenter de la reach, ce qui amène beaucoup de strikeout notamment, pardon. Euh, et beaucoup de whiff hein, de sa part. Et pareil, du côté des lancers, bah, ça, son contrôle, sa commande, c'est son principal travail. Sinon, en termes de diamant brut, on peut pas faire mieux. Donc, Jack Caglione, pour moi, c'est le premier joueur à surveiller. Ensuite, si on veut parler de college baseball, bah, forcément Tommy White. Tommy White, saison freshman, NC State, incroyable. Incroyable. Il avait une saison incroyable. Le seul problème qu'on a vu avec Tommy White, c'était sa défense. Il transfère du côté de LSU pour créer une Dream Team, entre guillemets, et il ne faiblit pas, il ne déçoit pas, puisque la saison dernière, il réussit 24 home runs avec une moyenne à la batte de 37%, 43% d'OBP, plus de 72% de slugging percentage, donc imaginez bien. Euh, il a surtout été incroyable, notamment lors des College World Series, notamment euh, dans l'aspect final, il a été beaucoup plus impactant, par exemple, qu'un même un joueur comme Dylan Cruz. Donc Tommy White, pour moi, c'est le deuxième joueur qu'on va essayer de surveiller. Un troisième joueur à surveiller, là on va du côté de Wake Forest, c'est Nick Kurtz. Nick Kurtz fait aussi partie des gros prospects draft hein, à l'entrée, à l'orée de la saison. L'année dernière, c'est aussi 24 home runs, avec une moyenne à la batte de 35%, un OBP de 52%, presque 53%, et un slugging percentage de 78%. Oui, vous entendez bien. Il a réussi notamment, grâce à sa discipline, à collecter plus de 63 buts sur balle. C'est assez incroyable. Il a
malgré tout eu pas mal de strikeouts, mais bon, son ratio est très très bon. Et c'est clairement l'un des gros joueurs à surveiller en ACC, du côté de Wake Forest, et bien sûr pour la prochaine draft. Si on va rester du côté de Wake Forest, on a... j'ai un trou. Chase Burns, waouh, le nom était sorti de ma tête. Chase Burns, alors je vous en ai parlé et reparlé, c'était le fantasque freshman de Tennessee avec une balle rapide qui touchait les 100 miles par heure, un culot comme on en avait rarement vu, arriver en SEC et carrément challenger les meilleurs bats du pays sur des balles rapides quasiment exclusivement. C'était incroyable. Il a fait une saison freshman, donc incroyable puisqu'on ne l'attendait pas. La saison dernière, on l'attendait, ça a été très compliqué en tant que starter, puis il a eu une certaine renaissance en tant que releveur, sorti du bullpen. Il a été notamment déterminant lors du tournoi national, aidant son équipe à éliminer notamment Clemson, donc à sortir Clemson de ses propres regionals. Donc Chase Burns a transféré du côté de Wake Forest. Il devrait starter normalement. Ça va être à voir, les premières indications vont être le premier week-end tout simplement pour voir exactement ce qu'on veut faire du côté de Wake Forest avec ce joueur. Mais qu'il start ou qu'il pitch en tant que releveur, il fait partie des prospects pour la prochaine draft et on va vouloir le voir à l'heure. Enfin, pour terminer sur Wake Forest dans les joueurs à voir, Josh Hartle, je pense que c'est important d'en parler. Aussi un joueur prospect pour la prochaine draft. Lui, c'est un peu l'anti-Chase Burns. Beaucoup de contrôle, pas beaucoup de puissance et de célérité dans ses balles, mais un arsenal impressionnant. L'année dernière, c'est un IRA de 2.8, 2.80 pour 140 strikeouts et seulement 20 et quelques buts sur balle, je crois que c'est 23 ou 24 buts sur balle concédés. Il devrait soit être le entre guillemets l'ace, c'est-à-dire le starter du vendredi, soit celui du samedi. Donc ça va être encore un autre gros joueur à suivre. Si on quitte maintenant Wake Forest, mais qu'on reste dans la ACC, Vance Honeycutt. Vance Honeycutt, c'était le gros freshman, je pense avec Tommy White de la ACC en 2022. Il avait réussi 25 home runs, il avait réussi à voler 29 bases. Il était incroyable, c'est un outfielder. Défensivement, c'était très très intéressant. La saison dernière, il a eu pas mal de problèmes, notamment de petites blessures et autres qui l'ont gêné. Une saison très décevante avec 12 home runs et 19 bases volées, mais avec des moyennes, surtout pour du college baseball, insuffisantes. Moyenne à la batte de 25 ou 26%. Et ça se ressentait sur son slugging percentage qui était à 48 ou 49%. En MLB, 48-49%, oui, en slugging percentage, c'est pas mal. En college baseball, c'est insuffisant, notamment quand on veut être drafté. Mais il faut qu'il montre en fait que ce qu'il avait fait en tant que freshman, c'était ce qu'il est et pas ce qu'il a montré en tant que sophomore. Puisque en tant que junior, il est éligible à la draft, donc c'est une saison importante pour lui. Donc Vance Honeycutt. Alors, j'ai envie de parler maintenant du côté, si on va du côté de la SEC, j'ai envie de parler de Ethan Petrie et de Charlie Condon. On va en parler plus de ces joueurs-là lors de la preview SEC, mais Charlie Condon fait un peu partie de ce renouveau du côté de Georgia, et on attend Georgia peut-être à une meilleure place que la saison dernière. Il a été Freshman of the Year l'année dernière, avec 25 home runs. Il faut savoir que c'est un sophomore, mais qui a l'âge d'un junior. Ça veut dire que potentiellement, il devrait être éligible pour la draft en tant que sophomore, puisqu'il va avoir 21 ans, si je dis pas de bêtises. Je revérifierai, je vous en dirai plus lors de la preview SEC pour être sûr, mais ça devrait être le cas. Ethan Petrie a été l'une des grosses et belles surprises de South Carolina. South Carolina qui est revenu un peu sur le devant de la scène après quelques saisons difficiles. Et Ethan Petrie, là aussi, très grosse saison, un freshman très bon offensivement. Ça s'est un peu... c'est devenu un peu plus compliqué sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison pour lui, mais comme toute l'équipe, avec les blessures, etc., etc. Mais on veut le voir en tant que sophomore, on veut espérer que la progression va être continue. Lui devrait plutôt se présenter pour la draft 2025. Et j'ai envie de vous parler d'un autre joueur. Allez, vous savez quoi ? Je vais vous faire deux autres joueurs avant de conclure ce podcast. On aura le temps bien sûr de parler d'autres joueurs, d'être beaucoup plus focus sur la draft également au fur et à mesure que la saison avance.
Le premier, j'en ai parlé déjà dans ce podcast, c'est Travis Bazzana ou Travis Bazzana, si on veut parler avec un peu plus l'accent. Alors lui, c'est un second base du côté d'Oregon State. Depuis sa saison freshman, c'est incroyable. Beaucoup de régularité. Pour l'instant, il n'a pas encore montré, c'est peut-être le truc qui lui manque pour que les gens soient vraiment excités par lui. Les scouts sont excités, mais le grand public, si on vous parle de Travis Bazzana, ils vont pas trop vous parler de lui parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus basé sur le contact de la batte. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir des très belles moyennes. Il va réussir aussi à l'arriver sur base de manière très facile. Et il était à plus de 50% d'OBP la saison dernière. Il était à 37%, je pense, de moyenne à la batte, mais plus de 50% d'OBP, un swing percentage à 62%. Il a eu 11 home runs et 36 bases volées, donc c'est surtout les 36 bases volées qui sont importantes, puisque lui, c'est, comme j'ai dit, c'est un joueur qui va réussir à reach les bases, hein, tout simplement. Donc c'est un joueur qui est très intriguant, qui va certainement être drafté assez haut, mais je suis quasiment sûr que ce qui lui manque pour tout simplement être dans la conversation au meilleur joueur de la saison par exemple, c'est cette fameuse puissance. S'il a les mêmes stats que la saison dernière, mais avec au lieu de 11 home runs, un truc comme, je sais pas moi, 22 home runs ou 23 home runs, bah ça y est, c'est un finaliste pour le Golden Spikes, très, très certainement. Donc c'est un des joueurs à suivre, surtout que c'est un joueur Pac-12, hein, donc on en a parlé. Et enfin, j'ai envie d'aller du côté de la mid-major, mais du côté de ECU. East Carolina, chaque saison, c'est une équipe qui fait partie des favoris en termes de college baseball pour déjà intégrer le tournoi national. Pourquoi pas aller plus loin que juste les regionals. Et surtout, c'est une équipe qui arrive à produire comment on appelle ça, des pitchers pour la draft. Par exemple, je sais que récemment, ils avaient... alors, est-ce que c'est Carson Wisenhunt je vais pas vous dire de bêtises, donc je vais juste revérifier. Ouais, c'était ça, c'était Carson Wisenhunt. Donc Carson Wisenhunt a été drafté par les Giants. Et lui, c'était le dernier produit hein, vraiment très intéressant en termes de lanceur du côté de ECU. Et là, cette année, ils ont un lanceur qu'il va falloir surveiller. C'est Trey Savage. Trey Savage, c'est un lanceur qui peut très clairement être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, la saison qui arrive là en termes de college baseball. La saison dernière, je pense que c'était 2.6 diarrhées à peu près, 2.60 diarrhées, 105 strikeouts et seulement 23 buts sur balle concédés en 76 manches. Attendez-vous à ce qu'il, si bien sûr la santé va avec, à ce qu'il lance beaucoup plus en termes de manches lancées. Il a pas mal de choses dans son arsenal. Donc voilà, c'est le dernier nom dont je voulais parler avant de vous laisser tranquille pour ce podcast. C'est un podcast qui vous permet de voir un peu les attentes qu'on peut avoir, que ce soit en termes de conférences, en termes d'équipe et ensuite en termes de joueurs. Ce n'est pas bien sûr une liste exhaustive, mais comme je l'ai dit auparavant, on aura le temps d'y revenir avec les previews qui vont arriver déjà par conférence. Je vais en faire quelques-unes. Et ensuite, peut-être, comme j'avais dit, une dernière preview qui va rentrer un peu plus dans le détail des meilleures équipes à l'orée de la saison. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure de la saison, on reviendra, notamment vis-à-vis de la draft, sur des joueurs à suivre. Voilou. J'espère que ce podcast vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouvez cet épisode plus les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube également, le Homera sur tous les réseaux sociaux. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao. Pretty well hit to center field.